proche de vous. Groupement national des agents Citroën. La suite du club Le Châtelier avec le club des experts en direct et sans pub jusqu'à 18 h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur ce plateau. Arlette Chabot, le général Richoux qui est toujours avec nous. Patrick Martin-Genier, bonjour mon cher Patrick, ravi de vous accueillir. Et Christian Maigrelis. Je ne vous dis pas bonjour à tous les trois parce que vous étiez là tout à l'heure, mais on va poursuivre cette émission. Avec un invité particulièrement, qu'on va remercier particulièrement d'être avec nous dans une seconde, c'est le chef adjoint du cabinet de Volodymyr Zelensky. Il est déjà là, il nous attend. Donc je le salue évidemment. Je voudrais juste d'abord qu'on aille voir Marie-Aline Melilly du côté de Kiev. Marie-Aline, justement parce qu'on va évoquer cette situation à Kiev avec Monsieur Jovkva dans une seconde. Il y a eu plusieurs dizaines de missiles qui ont été lancés, notamment sur Kiev ce matin. Résultat, on le voit derrière vous, en fait, plus d'électricité, puis aussi de grosses coupures d'eau potable, coupures massives. Alors, je précise, Bénédicte, qu'il y a 1 heure de plus en Ukraine et qu'en réalité, il fait déjà nuit. Le courant a été rétabli dans ce quartier. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que toute l'Ukraine s'est retrouvée en état d'alerte. Plus de 50 missiles de croisière ont été lancés à travers le pays par les forces russes, avec plusieurs cibles, Kiev, Kharkiv ou encore Zaporizhia. À chaque fois, ce sont des infrastructures énergétiques qui ont été frappées. À la mi-journée, 80% des habitants de Kiev se sont retrouvés sans eau courante et plus de 350 000 foyers n'avaient plus d'électricité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les services de la ville se sont activés à une vitesse très rapide pour rétablir le courant dans la majeure partie de la ville. Mais à l'heure où nous parlons ce soir, dans certains quartiers, il y a encore des habitants qui n'ont toujours pas l'eau courante. C'est le même scénario que lundi dernier qui s'est reproduit. Et ici, les Ukrainiens ont bien compris que cette guerre du froid menée par Vladimir Poutine était partie pour durer. Merci beaucoup Marie-Aline avec Soisy Coulier pour les images. Envoyé spécial du côté de Kiev, vous rentrez bientôt en France, on vous accueille avec plaisir sur le plateau Marie pour débriefer votre mission. Igor Jovkva est donc avec nous, bonjour, vous êtes le chef adjoint du cabinet du président Volodymyr Zelensky. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On parlait à l'instant des frappes sur l'Ukraine, notamment sur Kiev. Quelle est la situation ce soir? À l'heure où l'on parle, il y a beaucoup de dégâts. Oui. Depuis le matin, c'est devenu une mauvaise tradition. Lundi noir, chaque semaine, des tirs massifs, des missiles. Et c'était aussi donc le cas ce matin sur Kyiv. Plus de 50 missiles, 44 missiles ont été abattus. Donc le système de défense antiaérienne s'améliore. C'est une bonne nouvelle, mais une mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de dégâts, des dégâts qui concernent surtout la structure énergétique et l'infrastructure critique en général, et c'est ce qui explique des coupures de courant, des coupures d'eau. Et comme je dis, c'est les 3 semaines d'affilée. Nous avons le 31 octobre aujourd'hui, mais les semaines précédentes, chaque lundi, c'est une attaque massive. Mais ces attaques massives n'ont pas réussi de s'aimer la panique. Parce que très vite, on rétablit vite les courants, on fait des interventions d'urgence et les villes réagissent très vite et les localités vont vite retrouver l'électricité et le courant. Vous voyez le président Zelensky évidemment en permanence puisque vous êtes le patron adjoint de son cabinet. Je crois que vous sortez d'ailleurs de son bureau, vous avez des réunions avec lui régulièrement. J'ai envie de vous demander comment va-t-il? Il est toujours aussi combatif, le président Zelensky. Vous les Ukrainiens, vous nous impressionnez jour après jour sur la résilience dont vous faites preuve. Dans quel état physique, si j'ose dire, est le président Zelensky? Я щойно повернувся з візиту. Oui, je l'ai vu parce que il y avait la visite également de Petr Fiala à Kiev, le Premier ministre tchèque, et je sors justement de l'entretien entre Petr Fiala et le président ukrainien, et nous avons discuté pendant cet entretien justement la question des tirs des missiles et comment
il faut réagir par rapport à ça et par rapport à l'Union, quelle devait être la réaction de l'Union européenne et de l'OTAN, parce que l'Ukraine est maintenant candidate à l'UE et aussi à l'OTAN. Donc il faudrait maintenant se penser à cette question de manière très sérieuse. On regarde encore une fois cette occurrence. Le pays agresseur savait très bien qu'aujourd'hui se déroule la visite à Kiev de Petr Fiala, et malgré ça, il y a eu ces tirs massifs. Et Petr Fiala, il n'a pas été découragé non plus. Il continue encore sa journée de travail. Il va encore appeler quelques dirigeants européens pour informer, en donnant les informations exactes de terrain. Donc, encore une fois, malgré cette tactique qui continue, malgré aussi le fait que la Russie fait du chantage différent, comme la sortie du désaccord de blé, et nous avons discuté également de ces questions. Donc tout le monde est extrêmement combatif quand on vous entend. Le chef du renseignement ukrainien a dit ces dernières heures que Kherson serait reprise avant la fin du mois de novembre. Alors est-ce que c'est toujours l'objectif et est-ce que vous y croyez vraiment ? Je ne voudrais pas commenter ce que disent nos militaires parce qu'ils sont les mieux placés pour faire des commentaires. Mais ce que je peux dire avec certitude, c'est que l'Ukraine va continuer son travail de résistance, même si l'Ukraine a résisté dès les débuts et il y avait peu qui croyaient que l'Ukraine pourrait résister au-delà de quelques jours ou quelques semaines. Eh bien, l'Ukraine, elle croit et elle va résister et elle va déoccuper les territoires comme elle a déoccupé le nord, elle a déoccupé les autres territoires, elle repousse la frontière à l'est et aussi dans le sud. Nous ne pouvons pas maintenant commenter les intentions immédiates de l'Ukraine, mais notre objectif numéro 1, c'est de déoccuper tout le territoire de l'Ukraine. Une dernière question, Igor Zhovkva. On évoquait tout à l'heure ces bombardements sur Kiev et même ailleurs dans le pays qui visent les ressources énergétiques pour viser en fait aussi les populations civiles à cause pour générer du froid pour cet hiver, des problèmes de chauffage, etc. On sait que l'Ukraine a besoin d'armes, on l'a beaucoup dit. Est-ce que l'Occident peut aider également en envoyant des générateurs électriques par exemple? Ça fait partie des choses que vous demandez? Oui, à part les armes et surtout qui est la priorité numéro 1, la défense antiaérienne, parce que les drones iraniens qui attaquent maintenant au jour le jour les sites ukrainiens est devenu une menace numéro 1. Nous avons besoin donc de renforcer la défense antimissile et la troisième grande priorité, c'est tout ce qui peut nous renforcer en termes de résilience énergétique. Les générateurs et autres appareils, nous recevons régulièrement les délégations de l'Union européenne et de la France et chaque pays sait concrètement qu'est-ce qu'elle peut proposer en termes de moyens énergétiques pour renforcer la résilience ukrainienne et pour rendre l'Ukraine plus indépendante de la Fédération de Russie sur le plan énergétique. Merci beaucoup Igor Zhovkva d'avoir été avec nous, chef adjoint du cabinet de Volodymyr Zelensky, en direct donc sur LCI. Merci à vous. Bonne fin de soirée évidemment. On a vu qu'à Kiev le courant était revenu par endroits, bien entendu, c'est ce que nous disait Marie-Aline Melilly tout à l'heure. Sur la résistance qu'évoquait à l'instant monsieur Zhovkva, je voudrais que vous regardiez ce qu'a tweeté Olena Zelensky, la femme du président Volodymyr Zelensky, qui réagissait donc à ces bombardements. Les terroristes commencent traditionnellement leur semaine de travail, dit-elle entre guillemets. Les missiles russes frappent à nouveau les infrastructures énergétiques. On débute notre semaine de travail, nous, en tant que personnes saines, en bonne santé. Les Ukrainiens vont certainement se démener pour reconstruire le pays. Les terroristes, eux, vont certainement perdre. On voit, Arlette Chabot, que l'autre arme, au-delà de l'arme militaire, l'autre arme qu'a décidé d'employer Vladimir Poutine, c'est l'arme du chantage, du froid, de la faim, oui, de l'énergie. Oui, évidemment. Bon, c'est la guerre en même temps. Donc c'est vrai que l'idée, on se prépare à l'hiver. On parle beaucoup de Kherson et que se passera-t-il à Kherson? Attaque, offensive, ou bien on gèle les positions presque au sens propre du terme dans les semaines qui viennent pour ne pas bouger. Puis il y a effectivement l'attaque au Mourad. J'étais juste en train de
de vérifier une chose, c'est-à-dire vous parliez tout à l'heure de livraison de générateurs, de groupes électrogènes. C'est déjà fait, la France a commencé à le faire et rappelez d'ailleurs qu'il y aura une conférence mi-décembre en France qui sera consacrée à l'aide que l'on peut apporter aux civils, aide à la résilience. C'est une conférence qui doit avoir lieu en France justement pour aider. On le voit, ça va du matériel de secours, on avait vu les voitures de pompiers, ça a l'air de rien, mais c'est considérable, des ambulances, des aides, et pour lutter effectivement contre ces coupures d'électricité, il y a des livraisons qui sont envisagées et on va amplifier effectivement le phénomène pour les mois qui viennent. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois les livraisons d'armes, c'est vrai, il y a aussi des livraisons de matériel qui devraient aider les Ukrainiens à passer l'hiver. Mais on le disait tout à l'heure, et on le rappelle aussi dans l'histoire, ça ne marche jamais d'essayer de frapper des civils, ça les conforte plutôt dans l'idée de résistance. Et comme ils sont déjà extrêmement résistants, nos amis ukrainiens, ça va encore un peu plus les conforter. Mais encore une fois, il y a l'aide qui se joue désormais vraiment sur les deux tableaux, parce qu'on s'approche d'une période qui sera difficile à vivre. Christian Maigrelis, c'est le général Prigojine qui a repris la direction des opérations, si j'ose dire, en Ukraine, un général russe. Il n'est pas connu pour une tendresse particulière. C'est quelqu'un qui est assez cruel, manifestement. Ça fait partie de son mode de fonctionnement, effectivement, de s'attaquer aux civils. Parce que quand on attaque les centrales énergétiques, on attaque forcément aussi la vie des civils, évidemment. Dans une guerre, on attaque l'arrière comme l'avant. Pendant nos guerres, lorsque les Allemands bombardaient Paris, c'était les arrières et en même temps, c'était le front. Par conséquent, il n'y a rien d'étonnant à ce que les Russes attaquent les ressources énergétiques pour fragiliser la population. Et comme je le disais tout à l'heure, l'espoir ultime d'un Poutine dans un cas comme celui-là, c'est de provoquer des exodes de population tellement importants qu'en les empêchant de rentrer, on puisse repeupler l'Ukraine avec des Russes. Et qu'on laisse tous les Ukrainiens en Pologne, en Lituanie et en Roumanie. C'est ça, en fait, la véritable menace. C'est qu'à force de battre l'arrière, à force de lutter contre l'arrière-front, on encourage un déménagement complet de population sans qu'on ait besoin de les déporter soi-même. Et qu'on les fasse remplacer ensuite, une fois que le calme est revenu, par des populations de Sibérie. Vous nous disiez tout à l'heure, Général, quelque chose qui était très intéressant justement au sujet de ces attaques sur la capitale ukrainienne. Vous disiez, mais Prigojine, depuis qu'il est arrivé, en fait... Sourovikine, pardon, j'ai dit Prigojine. Non, Prigojine, c'est Wagner. Pardon, Sourovikine. Pardonnez-moi, j'ai interverti les deux noms. Mais vous disiez, en fait, en gros, vous disiez, avant qu'il arrive, c'était un peu... On ne comprenait pas trop quelle était la stratégie russe, etc. Maintenant qu'il est là, celui-ci, eh bien effectivement, on voit quelque chose qui est extrêmement bien prévu, calé et organisé. Oui, on sent quelque chose de structuré qu'on ne voyait pas avant. Ça avait l'air d'être un petit peu... ça partait un petit peu dans tous les sens. Et depuis que Sourovikine est là, force est de constater qu'il y a une certaine cohérence dans les bombardements. Les bombardements sont un peu moins aveugles. Ils ciblent des cibles stratégiques. Ce n'est pas forcément le cas avant. Donc il a conscience qu'il a une artillerie limitée, des missiles limités, et il les utilise pour des cibles de style centrale électrique pour atteindre le potentiel économique, avant d'atteindre la population, le potentiel économique de ce pays. Mais ce qu'on voudrait comprendre en fait, et eu égard à ce que vous disiez Christian Maigrelis, je me tourne vers vous Patrick, Vladimir Poutine, manifestement, sur le terrain, la guerre, elle est compliquée à gagner. Ça va être compliqué. En tout cas, dans l'immédiat, on voit mal comment il pourrait gagner la guerre militaire. Ça voudrait dire, si on suit ce que dit Christian Maigrelis, on dépeuple pour repeupler avec une population russe, voilà, comme ils ont fait en Crimée d'ailleurs. Ça voudrait dire que Vladimir Poutine serait prêt à changer encore une xème fois le but de guerre et qu'il n'y aurait jamais de victoire militaire et qu'il pourrait se contenter d'avoir une non-victoire militaire.
Parce que ça se joue, le repeuplement, ça se joue sur plusieurs générations. Attendez, repeuplement, je sais qu'il est dans une logique génocidaire, mais enfin, il ne va pas remplacer comme ça 40 millions d'Ukrainiens d'un seul coup. C'est une affaire de longue génération, n'est-ce pas? Et même sur Kherson, on est en train de dire, attention, moi j'entends des chiffres, Kherson c'était 280 000 habitants avant la guerre, on dit il en a évacué 70 000, on dit il y en a qui sont partis, mais si vous faites le calcul, il reste entre 100 et 150 000 personnes dans Kherson. Donc ce sont des gens qui manifestement soit estiment qu'ils ne sont pas pro-russes, qui n'ont pas envie de partir, des gens qui ne peuvent pas partir, qui n'en ont pas les moyens, notamment les personnes âgées, et donc il y a encore beaucoup de personnes. On ne peut pas déplacer. Il y a aussi des personnes, pardonnez-moi, je vous coupe, qui ne sont pas pro-russes, qui sont partis. Oui, non, mais qui sont partis pour protéger notamment les enfants. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de déportations, mais effectivement, on est dans la guerre hybride. Hein, c'est-à-dire la guerre hybride, on le sait très bien, c'est aussi effectivement déporter, faire en sorte, c'est quoi l'objectif de la destruction à la fois des centrales électriques et des stations d'épuration, des stations de pompage et de distribution d'eau potable, c'est de priver la population de tous les moyens d'existence à la veille de l'hiver. Et l'objectif à moyen terme, c'est de dire, puisque les Ukrainiens n'auront plus de quoi vivre, c'est en fait le terrorisme sur les infrastructures, le terrorisme énergétique, cela va provoquer une crise humanitaire majeure en obligeant les Ukrainiens à partir, et non seulement en Ukraine, mais aussi en Europe. Ça fait partie d'un objectif qui est d'une guerre hybride, de provoquer une crise humanitaire qui pourrait provoquer une crise migratoire. C'est un peu ce qui s'est passé à Mariupol, en fait, au début de la guerre, où c'était encore l'hiver, où on a bombardé. On a fait des couloirs humanitaires, guillemets, comme dirait Arlette, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient soit attaqués, soit en direction de la Russie. Sauf que c'était plus facile, à faire depuis Mariupol, qui est tout près de la frontière russe, que à faire depuis Kiev. Non ? Oui. Oui, mais effectivement, Kiev, c'est la capitale. On ne va pas déporter systématiquement des gens, mais on a vu que ça ne les dérangeait pas, s'agissant des enfants. Il y en a qui sont partis en Sibérie. Mais vider une capitale, ça paraît quand même... Non, la capitale, là, il vise clairement des objectifs. Il ne la vise pas pour la dépeupler. Il vise des objectifs qui sont des objectifs d'infrastructure. Donc là, ce sont des objectifs qui sont quand même des objectifs militaires légitimes quand on est en guerre. Mais Kiev reste un objectif militaire, mais non pas la ville en elle-même. Évidemment, c'est la capitale. C'est le centre de gravité de la guerre, la capitale. C'est là où il y a c'est le centre politique, c'est là où il y a... Oui, mais excusez-moi, c'est relativement nouveau, parce que jusqu'à présent, Kiev était plutôt... Non, mais Kiev, suite à la destruction du pont de Kiev... Il n'y a aucune velléité de reprendre Kiev. Oui, non, mais d'accord. C'est cette stratégie globale qui est d'éteindre la lumière en Ukraine. C'est ça qui est nouveau et qui est assez cohérent. Simplement, pour revenir à ça, on parlait de résilience. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne, ça n'a pas empêché les Allemands de résister jusqu'en 1945. Regardez ce qui s'est passé à l'inverse au Royaume-Uni pendant le Blitz. Et bien les V2, les V1 ou bien le bombardement de Londres n'a absolument pas entamé, bien au contraire. Alors regardons la détermination anglaise est restée absolue jusqu'au bout. Eh ben, on peut aller voir du côté de Kherson effectivement comment ça se passe. Parce que Kherson, souvenez-vous, c'était la première grande ville d'importance qui était tombée aux mains des Russes à l'époque. C'était tout début mars, me semble-t-il, alors que les Russes venaient de passer la frontière. On s'était demandé d'ailleurs comment elle était tombée aussi vite. On s'est rendu compte qu'après qu'il y avait eu un certain nombre d'espions du Kremlin qui y avaient aidé. Eh bien, cette guerre, elle n'est pas du tout terminée à Kherson, puisque les Ukrainiens ont bien l'intention de la récupérer. On sait que le front est fixé depuis quelques semaines maintenant, mais les Ukrainiens ont fait de grosses avancées. Je voudrais que vous regardiez le reportage qu'a tourné Michel Scott, qui est notre envoyé spécial là-bas avec Gabriel Orillon et Pauline Lormand. Ils ont passé la journée avec des artilleurs ukrainiens sur la ligne de front et on va voir comment ils travaillent et quelle est la dure réalité du terrain. Regardez. Dans un sous-bois, à l'abri des drones, des hommes se préparent. Leur force de frappe, la voici, un obusier de 27 tonnes monté sur chenille et son canon pouvant toucher une cible située à 20 km de distance. L'ordre vient d'être donné de faire feu sur les lignes ennemies, une opération qui nécessite de se déplacer sur une autre position de tir. On va se rapprocher maintenant. L'artillerie des orques peut nous frapper en retour. Soyez-en conscients, à tout moment. Les orques, c'est le surnom peu flatteur que les Ukrainiens donnent aux soldats russes. Sur ce front de Kherson, ces artilleurs veulent les repousser à coups d'obus de gros calibre. En plein champ, à 9 km de la ligne de contact,
le blindé s'installe. Les coordonnées sont calculées à l'ancienne, par triangulation. Sur ce matériel d'époque soviétique, la visée se fait manuellement, mais touche souvent au but. Notre stock de munitions est là. Lui enlève la douille vide et moi je charge l'obus suivant. Les tirs sont puissants. Les résidus d'explosifs projetés en l'air enflamment quelque peu la végétation alentour. Un petit incendie qu'il faut éteindre rapidement avant de filer, car le danger arrive très vite. Nous rembarquons dans les véhicules pour partir habitués, car le tir de réplique des Russes peut intervenir à tout instant. Ils ne sauront que dans les heures qui viennent si leur objectif a été détruit. Le sort de la bataille de Kherson sur ce front sud de l'Ukraine se joue en tout cas tous les jours dans ces duels d'artillerie lourde. Christian Maigrelis, Kherson, c'est la ville très importante pour Poutine. Pourquoi? Parce que c'est la première qu'il a prise et que ça devient symbolique? Je crois que le sens de Kherson a été donné par l'évacuation du cercueil de Potemkin. Oui. C'est une ville qui a été créée par Potemkin, et Potemkin est une idole pour les gens qui regrettent le régime tsariste. C'est grâce à lui que l'Empire ottoman a cédé toute cette région à la Russie au XVIIIe siècle. Et Potemkin était le général en chef qui conduisait les troupes et qui a baptisé cette région la Nouvelle-Russie, pour bien marquer. Donc c'est Potemkin marque la propriété russe de l'Ukraine, d'une certaine manière, qui symbolise. Et le fait qu'il ait éprouvé le besoin d'évacuer la statue et le cercueil montre tout de même qu'il n'est pas très sûr de rester à Kherson, parce que sinon il ne l'aurait pas évacué. On n'a pas évacué la statue du duc de Richelieu d'Odessa, parce qu'il ne veut pas Odessa pour le moment. C'est intéressant parce que ça en donne un objectif très symbolique, mais il y a aussi un objectif particulièrement pratique. Elle permet à la population de Crimée de boire de l'eau potable, cette ville. C'est par là que ça passe aussi. C'est le barrage qui donne la possibilité, mais le barrage, me semble-t-il, est aux mains des Russes. Donc, il est un peu en amont. Mais Kherson aussi est toujours aux mains des Russes. Bien sûr, mais il n'est pas sur Kherson, il est en amont. Il est en amont. Et donc, puisqu'on disait que si le barrage était détruit, eh bien la ville de Kherson serait absolument inondée. Voilà. Donc, en fait, c'est le barrage en amont. Kherson, en fait, n'a pas de véritable signification stratégique pour la fin de la guerre, si ce n'est qu'elle est un objectif symbolique et idéologique pour Vladimir Poutine très important, comme un marqueur et le symbole de l'annexion de la partie est de l'Ukraine. Voilà, donc ça, c'est très important pour lui. Maintenant, sur le plan militaire, prendre Kherson ou pas prendre Kherson, je veux dire, il vaudrait mieux qu'il se rétablisse sur le Dniepr, et puis ça fait une frontière tout à fait raisonnable. Vous n'y croyez pas à l'intérêt qu'auraient enfin pas l'intérêt, mais au fait que soit les Russes, soit les Ukrainiens lancent la bataille de Kherson? Vous dites que personne n'y a intérêt vraiment? Si, justement, je pense que les Russes peuvent lancer la bataille de Kherson parce que ça serait une décision politique de Vladimir Poutine de garder cette ville. Sur le plan militaire, je pense que c'est une stupidité parce que la ville est difficilement ravitaillable par-dessus le Dniepr, que les ponts ont été coupés, que ça sera très très compliqué et que d'une manière, il n'y a pas de stratégie gagnante. Ils vont être piégés là, ils risquent d'y être pour longtemps et dans des conditions absolument déplorables et ils risquent d'y perdre les 15 à 20 000 hommes qui y sont encore. Et puis peut-être les civils, effectivement, que vous évoquiez tout à l'heure, Patrick, puisque des civils il en reste, c'est très compliqué de savoir exactement combien, mais enfin il y a des gens qui sont restés dans cette ville. Une bataille qui dure très longtemps et qui peut provoquer d'énormes pertes civiles, ça a fait comparer parfois Kherson à la bataille de Stalingrad. On a beaucoup entendu, est-ce que Kherson pourrait être le nouveau Stalingrad? Alors c'est pour ça que Magali, vous vous êtes intéressé à cette bataille, donc on retourne pendant la Seconde Guerre mondiale, vous allez nous expliquer pourquoi on pourrait parler de Kherson comme étant le nouveau Stalingrad. Alors on va répondre d'abord aux questions de base. Le camp par exemple, c'était quand? On parle d'une bataille de Stalingrad, de la bataille de Stalingrad. En réalité, c'est une succession de combats qui ont eu lieu entre le 11 juillet 42 et le 2 février 43. 6 mois de combats intenses, violents, c'est l'exemple même d'une guerre totale. Alors qui? D'un côté les Allemands, qui étaient à l'époque les envahisseurs, de l'autre les Soviétiques qui défendaient leur territoire. Et le quoi?
La bataille de Stalingrad, c'est l'une des grandes défaites allemandes sur le front Est. Elle marque un tournant. Pour la première fois, la Wehrmacht ici recule, ce qu'elle ne cessera plus de faire jusqu'en 1945. Écoutez comment les journalistes de l'époque parlaient de cette bataille. Nous étions en novembre 1942, au moment où les soviétiques prenaient l'ascendant. Il s'agit d'un reportage anglais. Depuis des mois, l'armée allemande se bat dans cette ville immortelle. Assauts, frappes lourdes, raids aériens massifs, tout a été essayé, tout a échoué. C'est le premier reportage réalisé à Stalingrad et les images qui nous sont fournies prouvent l'héroïsme russe. On voit quand même des similitudes. Alors comment ça s'est déroulé cette bataille? Alors on va regarder où elle s'est déroulée d'abord. Stalingrad, c'est aujourd'hui Volgograd, elle se situe au sud-ouest de l'URSS. C'est alors une puissante ville industrielle et une plaque stratégique, regardez, sur les rives de la Volga qui permettait le transport de pétrole et de troupes. Contrôler cet axe aurait permis aux Allemands d'asphyxier les Soviétiques. Stratégique donc, mais aussi hautement symbolique. Stalingrad, vous l'entendez dans le nom de la ville, c'est la ville de Staline, qui est Joseph Staline, qui l'avait lui-même baptisée en 1925. Et d'ailleurs, il donne le ton très vite, Joseph Staline. Pas question pour lui de perdre sa ville. Pas un pas en arrière. Il est nécessaire de défendre chaque position, chaque mètre de notre territoire, jusqu'à la dernière goutte de sang, s'accrocher à chaque morceau de notre terre pour la défendre aussi longtemps que possible. Notre mère patrie vit une expérience terrible. Nous devons stopper, repousser, écraser l'ennemi sans en regarder le coût, disait-il dans cet ordre qu'il avait signé en juillet au tout début de la bataille. Des mots, évidemment, certainement en tout cas, qui ne sont pas rappelés, sans rappeler ceux de Volodymyr Zelensky aujourd'hui. Concrètement, comment ça s'est passé? Bien, les Allemands, depuis qu'ils avaient envahi l'Union soviétique en 1941, ne cessaient d'avancer, ce assez facilement. Arrive Stalingrad et là ça va se passer un peu différemment. Les choses vont être beaucoup plus compliquées. Ils vont s'emparer de Stalingrad, mais après ils vont commettre pas mal d'erreurs stratégiques et surtout ils vont mésestimer la résistance, la volonté et le courage des Soviétiques. Regardez ce que disait par exemple un général allemand. Pour chaque maison, chaque magasin, chaque quai de gare, chaque mur ou chaque ruine, il fallait livrer une bataille acharnée, dépassant en violence toutes celles de la Première Guerre mondiale. Les combats au corps à corps et à la baïonnette étaient quotidiens. Les Russes surclassaient les Allemands dans l'art d'utiliser le terrain, de se camoufler et dans les combats de rue. Et pourtant, malgré tout ça, malgré cette résistance, Hitler ne veut pas lâcher. Stalingrad, à l'automne 1942, n'est plus un objectif militaire, mais la propagande allemande est telle qu'il ne peut plus se permettre de la perdre. Le 19 novembre 1942, alors que les Allemands contrôlent 90% de la ville, les Soviétiques lancent par surprise la contre-offensive, c'est l'opération Uranus. L'armée rouge parvient à encercler la ville, l'hiver est là, il y a le froid, la faim, les bombardements et les combats donc urbains. Tout ça se termine par la reddition des Allemands en février 1943, se termine par un bilan effroyable, c'est même une boucherie, regardez les chiffres. On estime que 2 millions de personnes, que ce soit militaires ou civiles, ont été tuées. Si on fait le calcul, ça fait quand même plus de 9500 morts par jour. Et donc depuis, Stalingrad reste comme le symbole de la violence militaire de masse. Merci Magali. Patrick, c'est assez frappant ce que nous dit Magali quand elle nous dit que la Wehrmacht à l'époque souffre effectivement d'un manque de coordination entre les différents corps d'armée, d'un manque d'approvisionnement, etc. Qu'ils vont mésestimer la résistance, le courage, la volonté des soviétiques. Tout ça, ça fait évidemment écho aujourd'hui. Alors, on ne parle pas des mêmes villes, c'est pas la même, pas la même superficie, c'est pas la même guerre, c'est pas les mêmes populations. Mais malgré tout, c'est quand même assez frappant de voir ça. Oui, il y a ce souvenir, effectivement. Les Soviétiques, à l'époque, ont été extraordinairement résistants.